Dans cet exercice, on étudie conjointement deux caractères X et Y sur un échantillon de taille 27, c'est-à-dire un échantillon constitué par 27 individus. Dans cette étude, un individu, c'est un prélèvement de sédiments dans le fond marin. Et sur ce prélèvement, on mesure deux quantités. Tout d'abord, la température de l'eau dans la zone où on a effectué ce prélèvement et aussi le diamètre moyen des coquilles, des fossiles contenus dans le prélèvement. Donc il en résulte deux séries de nombres, une série de 27 mesures de la température et une série de 27 mesures de diamètre qui sont énumérées dans les colonnes de votre énoncé. Et donc chaque ligne correspond à un individu, un prélèvement. Sur la première colonne, on a les numéros des prélèvements. Les indices I servent à numéroter les individus, ce sont des entiers qui prennent les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 27. Donc pour l'individu numéro I, on a enregistré deux nombres, tout d'abord XI et YI. Donc ces deux nombres, on peut les voir comme les coordonnées d'un point dans le plan, le point qui servira à représenter l'individu numéro I. Donc l'ensemble de l'expérience peut être visualisé comme un nuage de 27 points. Dans une feuille de travail Minitab, on a enregistré les données de l'énoncé dans deux colonnes. Une colonne pour les températures XI et une colonne pour les diamètres YI. Et pour représenter le nuage de points associé à ces coordonnées, on va dans l'onglet Graphique et sur la première ligne, on utilise la fonction nuage de points. On va utiliser la représentation simple qui a été sélectionnée par défaut par Minitab. Et dans ce tableau, on va utiliser seulement la première ligne. Dans la case variable Y, on enregistre la colonne des YI. Donc il n'y a aucun texte à taper dans cette case. Il suffit de cliquer dans le catalogue à gauche de la fenêtre de dialogue Minitab. Et en variable X, on va cliquer sur la case, la colonne qui enregistre les XI. OK. Voilà. Alors la fenêtre de travail Minitab, elle est partagée en deux zones. Il y a la feuille de calcul quadrillée, puis une sorte de tableau blanc pour les dessins, les affichages. Et on peut jongler de l'une à l'autre à l'aide des petites icônes là en bas de l'écran. Donc là, on est dans une situation hybride, moitié feuille quadrillée et moitié tableau blanc. Mais si on veut bien voir le dessin, il vaut mieux sélectionner la troisième icône, celle qui donnera uniquement le tableau blanc. Voilà, donc vous avez vos 27 points, les XI, les températures en abscisse et les diamètres, les YI en ordonnée. Ce nuage de points est assez dispersé, mais quand même on voit se dessiner la direction d'une droite. Donc ensuite on ajustera la droite de régression sur ce nuage de points et on verra tout à l'heure comment calculer les coefficients de cette droite de régression. Bon, déjà ce qu'on peut dire c'est qu'on a une droite qui est montante. Donc sa pente sera positive et ça correspond à un coefficient de corrélation linéaire positif. Le coefficient de corrélation linéaire, on a vu en cours, c'est un objet qui permet de mesurer la dispersion d'un nuage de points. Donc là, comme les points sont assez dispersés, le coefficient de corrélation linéaire il ne sera pas très très proche de sa valeur maximale 1. La valeur 1, le maximum pour un coefficient de corrélation linéaire, ça correspond à une situation où les points seraient alignés exactement sur une droite, ce qui est loin d'être le cas ici. Pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, on a vu en cours qu'il faut commencer par traiter séparément la colonne des X et la colonne des Y. Et pour chaque colonne, calculer la moyenne, l'écart type, la variance. Donc ça fait en tout 6 valeurs numériques qu'on va obtenir à l'aide de Minitab. Partant de la colonne des X et de la colonne des Y, on va dans l'onglet Stats. Sur la première ligne Statistiques élémentaires, on va ensuite sélectionner l'onglet Stocker des stats descriptives. Dans la fenêtre Variables, on énumère toutes les colonnes sur lesquelles on veut calculer des moyennes, des écarts types et des variances.
En première position, on va mettre la colonne des xi, les abscisses, les températures, et en deuxième position, la colonne des yi, les diamètres. Ensuite, dans l'onglet Statistiques, on sélectionne les renseignements que l'on souhaite obtenir, donc la moyenne, l'écart type, la variance, et on ne coche aucune autre case. Par exemple, à la fin, la case concernant le nombre de valeurs présentes, c'est inutile, on la retire. Voilà, OK, OK. Et les 6 valeurs apparaissent d'un seul coup. Donc toutes celles qui portent le numéro 1, elles sont relatives à la colonne, la première colonne qu'on est rentrée dans le cadre variable, c'est-à-dire la colonne des abscisses, la colonne des xi, les températures, hein. Donc moyenne 1, c'est x bar, l'écart type 1, c'est l'écart type des x, variance 1, c'est la variance des xi, hein. Donc toujours sous-entendu écart type corrigé et variance corrigée. Et toutes les valeurs qui portent le numéro 2, moyenne 2, écart type 2, eh bien ça concerne la deuxième colonne qu'on a enregistrée dans la fenêtre de dialogue, c'est-à-dire la colonne des ordonnées, les yi. Donc par exemple, moyenne 2, c'est y bar, écart type 2, c'est l'écart type des yi, variance 2, c'est la variance des yi. Et ce qu'il faut souligner, c'est que tous les résultats enregistrés dans la page quadrillée, dans la feuille de calcul Minitab, ce sont des résultats exacts. Par exemple, là, pour la moyenne 2, on voit seulement 3 décimales, mais il y a bien d'autres décimales, on ne les voit pas, mais Minitab, il les a gardées en tête. Donc si on commence à faire des calculs avec le résultat enregistré dans cette colonne moyenne 2, le résultat du calcul sera parfaitement exact, hein, il ne sera pas entaché avec des risques d'erreur. Donc là, on voit, je ne sais pas, mettons sur cette colonne moyenne 2, on voit que 3 décimales, mais si on voulait en voir davantage, juste pour se persuader qu'elles sont bien enregistrées par Minitab, on peut très bien le faire. Donc c'est une manip à connaître qui peut rendre service quand on veut voir un résultat avec plus de précision. Si vous allez dans l'onglet Données, vers la fin, sur la ligne Changer le type des données, vous cliquez ici. Dans la fenêtre variable, vous indiquez toutes les colonnes pour lesquelles vous voulez voir plus de décimales. Donc ici, on va faire l'expérience juste avec la colonne moyenne 2, mais on pourra mettre plus de colonnes. Et dans la ligne Choisir un type, sur la petite flèche au bout de la ligne, vous sélectionnez virgule fixe. Et là, dans cette case, vous mettez le nombre de décimales que vous souhaitez voir apparaître derrière la virgule. Alors, je sais pas, j'en mets, bon, mettons 7 par exemple. OK. Et voilà, vous avez votre moyenne 2 qui s'affiche avec beaucoup plus de précision. Donc tout ça pour souligner que toutes les valeurs numériques qui apparaissent dans ces cases, c'est vraiment des valeurs exactes et toutes les décimales sont gardées en mémoire par Minitab. Alors il y a une autre méthode pour obtenir les moyennes, écart type et variance de nos deux colonnes, la colonne des xi et la colonne des yi. Une autre méthode donc, qui est moins satisfaisante parce que là on obtiendra des valeurs approchées. Si on retourne dans l'onglet Stats, statistiques élémentaires, mais qu'on prend la première ligne, afficher les stats descriptives. La fenêtre de dialogue ressemble beaucoup. Dans le cadre variable, je mets la colonne des xi, la colonne des yi. Dans l'onglet Statistiques, je sélectionne moyenne, écart type, variance. Bon, on retire toutes les autres cases, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Voilà. Et donc là, on a un affichage qui apparaît sur le tableau blanc. Voilà. Donc c'est typiquement le genre d'affichage qu'on fait copier-coller dans un énoncé, un sujet d'examen, quand on veut donner quelques renseignements sur des colonnes de données. Voilà, donc pour la ligne, sur la première ligne, vous avez les xi, les températures. Donc si vous voulez connaître x bar, vous allez dans la colonne moyenne sur la première ligne, écart type, variance. Voilà, on obtient tous ces renseignements, sauf que là, c'est vraiment des valeurs arrondies. Il n'y a pas de précision au niveau des décimales. Donc cet affichage, c'est bien quand on veut juste présenter des résultats sans en faire usage par la suite. Mais si vous voulez récupérer ces valeurs pour démarrer des nouveaux calculs, forcément que les arrondis, là au niveau des décimales, ils vont colporter des erreurs sur les résultats des calculs que vous entreprenez ultérieurement.
Donc il faut dans tous les cas préférer, si on veut vraiment d'une bonne précision, il faut préférer les résultats qui s'affichent dans la feuille de calcul, la feuille quadrillée. Pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, on va utiliser la formule écrite en bleu en bas de l'écran qui était présentée dans le PDF de cours. Et dans cette formule, on constate qu'on a déjà pas mal d'ingrédients. Mettons les moyennes x bar, y bar, on les a obtenues juste à l'instant par Minitab. Les écarts types de x, écarts types de y, eux aussi, on les a déjà à notre disposition. L'effectif n, on le connaît, c'est 27. n-1, ça sera 26. Donc tout ce qui nous manque au numérateur, c'est la somme des produits xi, yi. On a séparément la colonne des xi, la colonne des yi, et on va commencer par calculer les produits xi, yi pour chaque indice i, pour chaque individu. On va regarder le produit entre les deux nombres xi, yi qui ont été mesurés sur cet individu. Donc on va se créer ici une colonne pour les produits xi, yi. Donc il s'agit sur chaque ligne, pour chaque indice i, faire le produit. Donc si je suis avec i égale 6, là sur la ligne 6, il faut que je fasse le produit entre xi, contenu dans cette case, multiplié par yi, contenu dans la case à côté, et répéter le même processus sur toutes les lignes. Donc Minitab va faire ça d'un seul coup, une multiplication directe des deux colonnes. On fait ça dans Calque, calculatrice. Sur la première ligne, on dit qu'on veut stocker dans la colonne produit xyi. Donc de nouveau, il ne s'agit pas d'écrire quoi que ce soit dans cette case. Au maximum, on essaye d'éviter d'écrire quoi que ce soit. On préfère cliquer sur les noms de colonnes dans le catalogue à gauche. Et dans la grande fenêtre, on écrit l'opération qu'on veut faire. On veut faire une multiplication entre des nombres qui sont pris dans la colonne des xi, qu'on va multiplier par les nombres correspondants dans la colonne voisine, la colonne des yi. Alors la multiplication en Minitab, c'est une petite étoile, et on va multiplier par la colonne des yi. OK, et voilà, sur toutes les 27 lignes, il faudrait prendre l'ascenseur et descendre dans la colonne pour voir tous les résultats. Jusqu'à la ligne 27, il y avait 27 multiplications à faire, et Minitab les a faites toutes les 27 d'un seul coup. Voilà, donc là on a la liste de tous les nombres xi, yi, et dans la formule de coefficient de corrélation linéaire, on a besoin de la somme de tous ces 27 nombres. On veut faire la somme des xi, yi pour i allant de 1 à n, c'est-à-dire la somme de tous les nombres dans la colonne des produits, la colonne qu'on vient de créer. On va mettre le résultat ici, somme des xi, yi. Voilà, donc ça sera juste un nombre, la valeur du sigma, la somme de la colonne C10 de haut en bas. Alors on a une opération Minitab qui permet de faire la somme de tous les termes contenus dans une colonne. Pour ça, on retourne dans Calque, calculatrice. Sur la première ligne, il faut bien changer le stockage. Cette fois-ci, on clique sur la colonne somme des xi, yi. Et dans le cadre expression, on écrit une toute nouvelle formule. Donc on va avoir la fonction somme, SUM, qui permet de sommer, d'additionner tous les termes à l'intérieur d'une colonne. Cette fonction somme, il faut la munir de parenthèses pour bien délimiter la colonne sur laquelle on veut opérer cette manipulation somme. Et à l'intérieur des parenthèses, on indique la colonne qu'on veut sommer de haut en bas. Il s'agit de la colonne des produits xi, yi. On fait OK et on obtient la valeur de cette somme. Et maintenant, on a tous les ingrédients pour pouvoir calculer le coefficient de corrélation linéaire. On va l'installer là, dans la colonne à côté.
Voilà, donc on a une fraction rationnelle à coder. Donc ça, il faut être très soigneux quand on code une fraction rationnelle dans Minitab, bien séparer le numérateur, le dénominateur et chacun des deux, le munir de parenthèses pour bien le délimiter. Alors on retourne une fois de plus dans Calque calculatrice à chaque fois qu'on veut faire des opérations élémentaires, multiplication, addition, soustraction, ça se passe toujours dans Calque calculatrice et donc une division aussi, on va faire ça dans Calque calculatrice. Alors toujours bien modifier la première ligne, hein, la ligne de stockage. Si on oublie de le faire, on risque de détruire des résultats dans des colonnes précédentes. Donc dans cette ligne de stockage, je clique sur la colonne qu'on a préparée pour le coefficient de corrélation linéaire. Et dans la fenêtre expression, c'est là qu'on va coder notre fraction rationnelle. Alors on va commencer par écrire le numérateur que je délimite avec deux parenthèses. Et à l'intérieur de la parenthèse, on va coder le numérateur. Alors déjà, on a la somme, le sigma, la somme des x, y, i. Donc on clique sur la colonne qui contient cette somme, moins, n c'est 27, fois x bar c'est la moyenne 1, fois y bar c'est la moyenne 2. Voilà, on a déjà le numérateur. Alors on sort de ce numérateur, on met la barre de division. Et maintenant, il s'agit de coder le dénominateur de cette fraction rationnelle. Donc de nouveau, on prépare deux parenthèses pour bien délimiter ce dénominateur. Et maintenant, à l'intérieur de ce bloc, délimité par deux parenthèses, on va écrire notre dénominateur. Donc déjà, on a n-1, c'est 26, multiplié par l'écart type des x, c'est écart type 1, multiplié par l'écart type des y, c'est écart type 2. Voilà, et maintenant on va faire OK, sachant que le résultat qu'on doit obtenir, un coefficient de corrélation linéaire, ça doit toujours obligatoirement être un nombre compris entre -1 et 1. Donc si on trouve quelque chose de plus grand que 1, c'est signe qu'on a fait une faute quelque part. Voilà, donc on a un coefficient de corrélation linéaire de l'ordre de 0, 90, 41, 0,4. Donc c'est plus petit que 1. Même assez éloigné de 1. Bon, c'est ce qu'on avait senti sur le dessin, vu que le nuage de points était quand même assez dispersé. Quand on fait un calcul de coefficient de corrélation linéaire, on a la possibilité d'utiliser Minitab comme correction. Comment procède Minitab pour calculer un coefficient de corrélation linéaire? Si vous allez dans Stats, Stats élémentaire, et tout en bas de la liste, vous avez une ligne corrélation. Dans le cadre variable, vous indiquez la colonne des X, la colonne des Y, et vous faites OK. Alors Minitab commence par vous redessiner le nuage de points, bon ça on l'avait déjà. Ce qu'il a rajouté en bas ici, près de l'axe des abscisses, vous voyez R égale 0,904, eh bien c'est son résultat pour le coefficient de corrélation linéaire. Alors bien sûr c'est un arrondi, donc ce qu'on avait fait ici dans la feuille de calcul, c'était bien meilleur, hein, c'était une valeur exacte, tandis que sur le tableau blanc, c'est juste une valeur approchée, mais c'est déjà pas mal pour se corriger en gros. Et si vous descendez un petit peu plus bas sur le tableau blanc, donc vous avez un autre affichage ici, pareil, hein, qui vous répète le coefficient de corrélation linéaire, du moins une valeur approchée. Si on revient au nuage de points, on se rend compte que sous le titre, Minitab il évoque un intervalle de confiance IC à 95%. Donc en général, un intervalle de confiance, c'est pour encadrer, pour localiser un nombre inconnu. De quel nombre s'agit-il? Il va falloir l'expliquer. Et plus bas, près de l'axe des abscisses, Minitab explicite cet intervalle de confiance. Il donne les deux bornes de cet intervalle. On ne vous demandera jamais de savoir les recalculer, mais il faut savoir les utiliser, quelle exploitation on peut faire de ces deux nombres. C'est ce qu'on va voir dans un instant.
Dans le PDF de cours, on attire votre attention sur le fait que la notion de moyenne, elle existe en deux versions. Vous avez d'une part la moyenne de l'échantillon et d'autre part la moyenne de la population. De même pour la notion de variance, elle aussi, elle se décline en deux versions différentes. Donc par exemple, dans notre exercice, quand on travaillait sur les mesures de température, donc X bar, c'était une température moyenne à l'échelle de l'échantillon. C'était un échantillon composé de 27 individus. Les individus, c'était des prélèvements de sédiments sur les fonds marins. Tandis que la population, qu'est-ce que c'est que la population? Eh bien, ça serait constitué par tous les prélèvements possibles et imaginables, partout, dans toutes les mers du globe, à toutes les dates possibles et imaginables. Donc évidemment qu'on ne dispose pas de mesures numériques sur autant d'individus. Mais on peut, en théorie, quand même définir une notion de moyenne sur ces mesures qu'on n'est pas capable de faire. Et cette moyenne, donc on la note mu, ou bien espérance de x. Donc l'espérance est une valeur moyenne du caractère x, le caractère température. De même pour la variance, on avait une variance calculée à l'échelle de notre échantillon de taille 27 et on aurait aussi une variance qui existe en théorie à l'échelle de la population totale, mais on n'est pas en mesure de calculer sa valeur numérique. Et si on veut raisonner sur le caractère Y, le diamètre des coquilles des fossiles, là aussi, à l'échelle de l'échantillon, on avait calculé une moyenne Y bar, donc un diamètre moyen calculé sur 27 individus. Et en parallèle, à l'échelle de la population totale, on a aussi une notion de moyenne, de diamètre moyen, c'est l'espérance, la moyenne du caractère Y. Sur l'échantillon de taille 27, on avait pu calculer une variance, S carré de Y, sur toutes les mesures de diamètre. Et là aussi, en parallèle, on aurait théoriquement une notion de variance à l'échelle de la population, la variance calculée sur tous les diamètres qu'on n'est pas capable matériellement de mesurer tous. Eh bien, le coefficient de corrélation linéaire, lui aussi, il existe en deux versions. Celui qu'on a calculé, c'est le coefficient de corrélation linéaire observé à l'échelle de l'échantillon, calculé seulement sur 27 individus. Et en parallèle, il existerait aussi une notion de coefficient de corrélation linéaire théorique à l'échelle de la population totale qu'on n'est pas en mesure de calculer. On a une formule pour le représenter. Ce coefficient de corrélation linéaire de la population est noté en général avec la lettre ρ de l'alphabet grec, donc le R de l'alphabet latin pour le coefficient de corrélation linéaire de l'échantillon et la lettre ρ pour le coefficient de corrélation linéaire de la population totale. Donc il s'exprime avec espérance de x, la moyenne, la température moyenne de la population totale, espérance de y, le diamètre moyen pour la population totale, l'espérance, la moyenne à l'échelle de la population totale du produit XY, enfin rien que des nombres dont on ne connaît pas la valeur. Donc en résumé, quand on parle de moyenne, variance ou coefficient de corrélation linéaire, tout dépend de l'échelle à laquelle on se place. À l'échelle de l'échantillon, on arrive à avoir des valeurs numériques connues pour toutes ces notions. L'inconvénient, c'est qu'elle ne reflète pas l'ensemble de la réalité, elle ne reflète qu'une réalité très restreinte, juste à l'échelle de l'échantillon. Donc ici, c'est représentatif seulement de 27 individus et pas plus. Quand on se place à l'échelle de la population totale, ces notions de moyenne, variance, coefficient de corrélation linéaire, alors d'accord, elles reflètent l'ensemble de la réalité, mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas accès aux valeurs numériques de ces nombres. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Alors Minitab ne sera pas en mesure de calculer la valeur de ce nombre ρ, mais il va pouvoir le localiser à l'aide d'un intervalle de confiance, c'est-à-dire qu'on aura deux valeurs numériques connues entre lesquelles on soit sûr à 95% que le nombre ρ soit localisé. Donc c'est l'intervalle de confiance qui était annoncé dans le titre du schéma avec le nuage de points, l'intervalle de confiance qui est explicité près de l'axe des abscisses, donc la borne inférieure 0,798, la borne supérieure 0,956. Donc le nombre inconnu, ρ, est situé entre ces deux valeurs numériques connues. À 95%, on est sûr qu'il est compris entre ces deux nombres. Bon, il pourrait éventuellement se retrouver à l'extérieur de cet intervalle, mais
ça peut se produire avec un risque de 5%, pas plus. Bon, maintenant, si on veut plus de sécurité, si on veut construire un intervalle de confiance, mettons à 99% au lieu de 95%, eh bien, on peut le faire avec Minitab. On reprend la manip corrélation et il faudra ajuster le pourcentage 95%. Alors, on faisait comment? On allait dans Stat élémentaire, on prend la corrélation là en dessous. On a encore dans la fenêtre variable les deux colonnes, la colonne des X, la colonne des Y. Et si vous allez dans l'onglet Options, vous voyez le niveau de confiance, 95% par défaut. Donc si vous préférez 99%, eh bien vous mettez 99 à la place de 95. Vous faites OK, OK. Minitab recommence son intervalle de confiance. Vous voyez, là, il vous précise bien qu'il a calculé un intervalle de confiance à 99%. Et maintenant, vous voyez les nouvelles bornes, 0,748 comme borne inférieure et 0,965 comme borne supérieure. Donc, c'est un intervalle un petit peu plus grand pour être sûr qu'il y ait seulement 1% de risque que le nombre inconnu ρ se trouve à l'extérieur de cet intervalle. Le caractère Y, le diamètre des coquilles des fossiles, est influencé par divers facteurs. Bon, bien sûr, il y a l'influence du facteur X, la température, qui est évoquée dans l'énoncé, mais il y a aussi l'influence d'autres facteurs qui ne sont pas précisés, je ne sais pas, la salinité de l'eau, plein d'autres facteurs. Et donc ici, on va, dans votre PDF de cours, on a énuméré les différentes influences qui s'exercent sur Y. Donc justement, le point numéro 3, c'est précisément l'influence des facteurs autres que X, autres que la température. Ils sont tous réunis ici dans la catégorie numéro 3. Et même l'influence du facteur X, elle peut prendre diverses formes. Quand on dit que Y est influencé par X, quand Y est fonction de X, si on joue sur le mot fonction, on pense aux fonctions que vous avez vues en mathématiques au lycée. Alors on se demande Y fonction de X, est-ce que c'est exponentielle de X, logarithme de X au carré, il pourrait y avoir plein de fonctions. Alors on met à part, dans la première influence, là, le point numéro 1, on met à part les fonctions les plus simples qu'on puisse imaginer, des fonctions que vous avez déjà rencontrées au collège, des fonctions affines linéaires, des fonctions de la forme a plus bx avec a et b, deux constantes, donc des vraies constantes qui ne dépendent pas de l'échantillon, des constantes qui soient valables à l'échelle de la population totale, donc on n'attrape peut-être pas leur valeur, mais en tout cas là on met à part une fonction linéaire qui va servir de modèle, on va appeler ça le modèle linéaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un modèle? C'est une fonction simple de x qui va servir de valeur approchée pour y, de façon à ce qu'on puisse obtenir des valeurs de y sans forcément refaire des mesures expérimentales. Donc parmi toutes les influences qui s'exercent sur y, on va privilégier l'influence numéro 1, donc qui s'appelle l'influence du modèle linéaire. Voilà, donc ça fournira des valeurs approchées de y, et puis qui dit approximation, dit forcément erreur d'approximation. Alors l'erreur d'approximation, ça sera constitué par les influences 2 et 3. Donc dans l'influence numéro 2, il y a l'influence des fonctions de x, mais les fonctions autres que linéaires, donc c'est là que vous mettez l'exponentielle, le logarithme, les x carrés. Et puis, donc l'influence numéro 3, on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui n'est pas du tout fonction de x, ce qui est fonction des facteurs autres que x. Voilà, donc les influences 2 et 3 réunies, on appellera ça l'influence résiduelle autour du modèle. Donc résiduelle, c'est une notion de reste. Donc effectivement, une fois que vous avez mis à part l'influence numéro 1, l'influence du modèle linéaire, ce qui reste, la résiduelle, c'est ce qui reste autour du modèle linéaire. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle ça, cette influence, l'influence résiduelle autour du modèle. Influence résiduelle autour du modèle. Voilà, et maintenant on voudrait mesurer l'importance relative de ces diverses influences, parce que pour
pour que l'approximation soit bonne, il faudrait que l'influence résiduelle soit assez faible. Donc on aimerait, avec des pourcentages, mesurer l'importance de l'influence numéro 1, l'influence du modèle linéaire, et l'influence du reste de l'erreur, l'influence de la résiduelle. Alors justement, l'influence du modèle linéaire, l'influence du point numéro 1, va pouvoir se calculer à partir du coefficient de corrélation linéaire, R de xy. Si vous l'élevez au carré, bon, on va noter ça R carré pour abréger. Donc vous trouvez un nombre compris entre 0 et 1, donc c'est une proportion, une probabilité. On peut le voir comme un pourcentage qui permettra d'évaluer l'importance de l'influence du modèle linéaire. Et le reste, le terme d'erreur, l'influence résiduelle autour du modèle, elle sera représentée par le pourcentage 1 moins R carré. Alors maintenant, grâce à Minitab, on va pouvoir calculer facilement ces deux pourcentages. Alors je prépare une colonne pour recevoir le pourcentage R carré, le coefficient de détermination, le pourcentage qui mesure l'influence linéaire en X, et 1 moins R carré, donc le pourcentage qui mesurera l'influence résiduelle autour du modèle. Alors, une simple multiplication, on fait ça dans calculatrice. Sur la première ligne, je dis que je veux stocker en R carré, et dans le cadre expression, alors je prends le coefficient de corrélation linéaire R de xy, et on l'élève au carré avec le petit chapeau 2, exposant 2, ou bien sinon on le multiplie par lui-même. Ça revient au même, et donc on se retrouve avec du 81,74%, bon mettons 82% de linéaire en X. Et donc le pourcentage pour la résiduelle autour du modèle, je retourne dans calculatrice, je dis que je veux stocker en 1 moins R carré, et dans le cadre expression, je code la soustraction 1 moins R au carré. Voilà, donc on a du 18,25% pour la résiduelle autour du modèle linéaire. Donc ce 18%, il recouvre deux catégories très disparates. Il y a à l'intérieur encore des influences de x, mais les influences qui s'expriment sous forme de fonctions pas linéaires en x, l'exponentielle de x, x carré, des choses comme ça. Et en même temps, aussi à l'intérieur de ce 18%, vous avez ce qui n'est pas du tout fonction de x, c'est-à-dire les facteurs autres que x. On a pu voir au premier cours que pour définir la notion de variance d'un échantillon, on hésite toujours entre deux formules. On a d'une part la variance naturelle et d'autre part la variance corrigée. Deux formules différentes pour un seul et même échantillon. Donc la variance naturelle, donc on s'intéresse à la variance pour la série des mesures YI. Donc on regardait la dispersion de ces nombres YI autour de leur moyenne, Y bar. On travaille sur les dispersions au carré, les distances au carré. Et on faisait la moyenne de toutes ces dispersions. Donc on somme tous les individus, donc pour les indices I allant de 1 à n, et on divisait par le nombre de termes dans la somme, le nombre d'individus, on divisait par n. Et puis par ailleurs, on avait la variance corrigée. Alors au démarrage, il n'y a pas de différence. On regarde ces distances au carré. On somme pour tous les individus, pour i allant de 1 à n, et la différence, c'est qu'au lieu de diviser, comme on pourrait s'y attendre, par le nombre de termes, n, on divise en fait par n-1. Voilà, ça c'est la variance corrigée, celle que vous donne Minitab. Donc c'est toujours un petit peu dangereux quand on parle de variance d'un échantillon. Si on ne précise pas variance empirique, variance naturelle ou bien variance corrigée, on risque de se tromper. Alors pour contourner ce problème, on a introduit la notion de variation qui, elle, va être définie de façon tout à fait sans ambiguïté. Il n'y aura qu'une seule notion de variation. On appelle ça la variation totale. Et ça consiste à prendre tout simplement la somme qui apparaissait déjà dans les définitions de variance, parce que ce qui change entre ces deux définitions de variance, c'est juste le facteur qui vient diviser la somme, le sigma. Mais le sigma, il est le même dans les deux définitions de variance. Alors, on va récupérer ce sigma, celui qui mesurait la dispersion des nombres yi autour de leur moyenne y bar.
On faisait la somme de toutes les dispersions sur tous les individus de l'échantillon. Et voilà, on garde juste la somme. On ne se casse pas la tête à savoir si on va diviser par n ou par n-1. Voilà, donc cet objet-là, attention, ce n'est plus la variance, c'est la variation. Donc on la note SC. SC, c'est une abréviation pour somme de carrés. Vous voyez la somme, vous voyez les carrés. Et donc on la note variation totale, parce qu'on a regardé toutes les variations du caractère Y au niveau de tous les individus de l'échantillon. Quand vous regardez les valeurs affichées par le caractère Y sur les individus de l'échantillon, vous voyez des disparités, des différences d'un individu à l'autre. C'est dû au fait que ces individus, ils n'ont pas tous subi les mêmes influences, l'influence du facteur X, l'influence des autres facteurs. On en avait parlé précédemment. Donc c'est à cause de ça que les différents individus n'affichent pas tous la même valeur du caractère Y. Voilà, donc avec cette notation, SC indice tot pour abréviation pour total, cette variation totale, on prend en compte toutes les variations de tous les individus. Et donc vous voyez, c'est une notion vraiment très voisine de la notion de variance. Mettons sur la définition de variance naturelle, variance empirique, si vous remontez le n au dénominateur, c'est-à-dire vous écrivez n fois la variance naturelle, vous retombez exactement sur la variation totale. Pareil, si vous regardez n-1 fois la variance corrigée des y, ça vous fait exactement la variation totale. Et c'est ça qui va permettre de calculer la variation totale par Minitab, puisque justement Minitab nous donne la variance corrigée des y. Donc on prépare une colonne pour y enregistrer la variation totale, SC tot. On a une simple multiplication à faire. On aura besoin de la variance corrigée des y, donc qui a été fournie par Minitab déjà précédemment. Il faudra la multiplier par n-1, c'est-à-dire 26. Alors on fait ça dans Calc, calculatrice. On dit on veut stocker en variation totale. Et dans la fenêtre expression, j'écris la variance corrigée des y, variance 2, et je la multiplie par n-1, c'est-à-dire 26. Et voilà la variation totale. On vient de voir que la variation totale enregistre l'ensemble de toutes les variations qui se sont présentées au niveau du caractère y dans l'échantillon considéré. Et je vais représenter l'ensemble de toutes ces variations à l'aide du rectangle en bleu ici. Voilà une représentation de la variation totale, c'est-à-dire ça représente toutes les influences qui se sont exercées sur les individus de cet échantillon. Simplement, ces influences, on a pu voir qu'elles se répartissaient en 3 catégories. Il y avait l'influence du modèle linéaire, il y avait les influences de x sous forme de fonctions non linéaires et les influences des facteurs autres que x. Donc parmi toutes les influences enregistrées dans variation totale, il y a entre autres l'influence du modèle linéaire. À l'intérieur du grand rectangle en bleu, j'ai dessiné un sous-ensemble en rouge qui va représenter les variations dues à l'influence du modèle linéaire en X. Donc ces variations, on va les noter SC comme variation, indice M, abréviation de modèle linéaire. Et ces variations correspondent à l'influence numéro 1, avec les mêmes conventions de notation qu'on avait tout à l'heure quand on avait énuméré toutes les influences qui s'exerçaient sur Y. On avait 3 catégories, 1, 2 et 3. Et la catégorie numéro 1 représentait justement l'influence du modèle linéaire. Et on avait vu aussi que cette influence était représentée par le pourcentage R carré. Donc si on veut R carré, le coefficient de détermination, c'est une estimation relative de l'influence du modèle linéaire, et l'estimation absolue, c'est quand on applique ce pourcentage sur la variation totale. Voilà, on multiplie la variation totale par le pourcentage R carré. Donc ça donne parmi toutes les variations, ça donne la fraction de ces variations qui correspond à l'influence du modèle linéaire. Et on note ça, variation du modèle SCM. Voilà, donc c'est une opération toute simple qu'on utilise,
c'est du simple bon sens qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour des problèmes tout à fait concrets. Je sais pas, imaginez, mettons une ville de 100 000 habitants et on vous dit que 12% de la population est au chômage. Donc 12%, c'est une estimation relative de la part de la population qui se trouve au chômage. 12%, le pourcentage, c'est une estimation relative. Et quand vous voulez l'estimation absolue, c'est-à-dire connaître concrètement combien de personnes sont au chômage, comment vous faites? Vous prenez le pourcentage 12% et vous l'appliquez sur la population totale, vous multipliez le pourcentage et la population totale ensemble. Voilà, c'est exactement la même opération qui a eu lieu ici. Alors une fois qu'on a mis à part en rouge les variations dues à l'influence du modèle linéaire, tout le reste, le rectangle en vert, ça représente les variations dues à l'influence résiduelle autour du modèle et elles s'écrivent SC comme variation, R comme résiduelle, la barre verticale donc qui symbolise le mot autour et puis M, abréviation pour modèle, variation résiduelle autour du modèle. Donc on avait vu tout à l'heure que ça correspondait à deux influences différentes. Il y avait l'influence numéro 2, qui était encore fonction de x, mais les fonctions pas linéaires en x, et l'influence numéro 3, qui n'était plus du tout fonction de x, c'est l'influence des facteurs autres que x. Et on avait vu que cette influence résiduelle autour du modèle, les points 2 et 3 réunis, était représentée par le pourcentage 1 moins r carré. Voilà, donc ce pourcentage, 1 moins r carré, c'est l'estimation relative de l'influence résiduelle autour du modèle, et l'estimation absolue, c'est lorsqu'on applique ce pourcentage sur la variation totale. Voilà, on fait la multiplication, variation totale, fois le pourcentage 1 moins r carré. Et bien sûr, la somme des deux surfaces, la surface du rectangle en rouge plus la surface du rectangle en vert, ça permet de recouvrir toute la surface totale, donc la surface du rectangle en rouge, variation du modèle. Si on lui rajoute la surface du rectangle en vert, on retombe sur la surface du départ, la surface du grand rectangle en bleu. Et maintenant, on peut calculer numériquement la variation du modèle. On va l'installer dans cette colonne, SCM. Et la variation résiduelle autour du modèle, ça demandera simplement deux petites multiplications qu'on va effectuer avec calculatrice. Alors, dans la ligne de stockage, j'indique la variation du modèle et dans la fenêtre expression, donc je prends la variation totale, elle est enregistrée dans la colonne précédente et je la multiplie. Donc c'est l'étoile qui symbolise la multiplication en langage Minitab. Je la multiplie par r carré. Voilà, il y a juste à cliquer sur la colonne qui contient le r carré. Voilà la variation du modèle. Et maintenant, pour la variation résiduelle autour du modèle, il y a juste à changer le pourcentage r carré qui va être remplacé par 1 moins r carré. Mais on fait tout ça dans calculatrice. Alors attention à modifier le stockage. Donc là, pour la ligne de stockage, je clique sur la colonne variation résiduelle autour du modèle. Et l'opération, dans le cadre expression, je garde la variation totale et je la multiplie par 1 moins r carré. Il y a juste à cliquer sur la colonne qui contient le 1 moins r carré. Et voilà la variation résiduelle autour du modèle. On a vu en cours que lorsque le coefficient de corrélation linéaire est assez proche de plus 1 ou moins 1, alors le nuage de points prend une forme effilée, étirée, qui semble profiler la direction d'une droite. Et maintenant, comment ajuster au mieux une droite sur ce nuage de points? Comment choisir les coefficients A et B de cette droite? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, on va garder seulement un point du nuage de points, seulement un point bleu pour analyser la situation.
Alors dans la plupart des cas, il n'y a aucune raison pour que les points en bleu, les points du nuage de points, se retrouvent exactement sur la droite en rouge. La plupart du temps, il y a toujours un écart entre les points en bleu et la droite en rouge. Donc par exemple, pour cet individu numéro I, représenté sur le schéma, pour son abscisse XI, si vraiment on était exactement sur la droite en rouge, alors l'ordonnée correspondant à l'abscisse XI, cette ordonnée devrait être A plus B XI. Mais dans la réalité, pour l'individu numéro I, l'ordonnée qui a été mesurée dans l'expérience, c'est l'ordonnée du point en bleu, c'est-à-dire YI. Hein, donc il y a un terme d'erreur, un écart entre ces deux ordonnées. On va exprimer cette erreur à l'aide de la différence entre ces deux nombres, hein, l'ordonnée en bleu et l'ordonnée en rouge. Alors ça, c'est le terme d'erreur juste pour un individu, l'individu numéro I, et on va rassembler tous les termes d'erreur. Alors il se trouve que les calculs se passent mieux si on considère les termes d'erreur au carré, et on va faire une somme pour tous les indices I allant de 1 à n, de façon à cumuler toutes les erreurs à l'échelle de tout le nuage de points, en prenant en compte tous les individus. Donc là, on a une fonction qui fait intervenir des coefficients xi et yi, donc qui sont des valeurs numériques connues. Elles ont été mesurées dans l'expérience. Par contre, on a deux inconnus, c'est les coefficients a et b de la droite qu'on cherche à ajuster au mieux. Donc on a une fonction de deux variables et puis il faudrait minimiser ce terme d'erreur. Une fonction de deux variables, pour rechercher son minimum, il faut regarder les dérivées partielles par rapport à chaque variable et on finit par obtenir que la valeur minimale est atteinte lorsque les variables a et b prennent des valeurs bien précises. Pour B, il faut prendre la valeur B chapeau indiquée ici, et qu'on saura calculer. Elle fait intervenir rien que des quantités qu'on a déjà à notre disposition, le coefficient de corrélation linéaire et les écarts types. Et puis pour la variable A, il faut la placer sur la valeur A chapeau, qui elle aussi pourra être calculée puisqu'on connaît les nombres x bar et y bar. Alors tout d'abord, le calcul du coefficient B chapeau. Alors on a besoin du coefficient de corrélation linéaire, on l'a ici, et on a besoin des deux écarts types qui avaient été enregistrés au début, on les a ici. Voilà, donc il y a juste à faire une multiplication et une division. On va faire ça bien sûr dans Calque Calculatrice. On va stocker en B chapeau. Dans le cadre expression, on code la formule. Tout d'abord, il faut le coefficient de corrélation linéaire, R de xy. On le multiplie par l'écart type des y, c'est l'écart type 2, et on le divise par l'écart type des x, c'est l'écart type 1. Ensuite, le calcul de A chapeau. Bon, il va utiliser le B chapeau qu'on vient d'obtenir, et puis il faut aussi des moyennes x bar, y bar qui ont été stockées au tout début. Moyenne 1, moyenne 2, c'est bon, on les a. Alors, on y va dans Calque Calculatrice. On va stocker en A chapeau. Et on traduit la formule manuscrite en bas de la fenêtre. Déjà, il me faut y bar c'est moyenne 2, moins, alors le B chapeau, il suffit de cliquer sur la colonne qui vient de l'enregistrer, et ce B chapeau, on le multiplie par x bar, c'est-à-dire moyenne 1. Et voilà les deux coefficients pour la droite qui s'ajuste au mieux sur le nuage de points. En tout cas, c'est celle qui rend minimale la somme des écarts verticaux. Alors si on revient au dessin du PDF de cours, maintenant la droite en rouge, ce n'est plus n'importe quelle droite avec des coefficients a et b inconnus. Maintenant, on prend
comme coefficient exactement les a chapeau et b chapeau qu'on vient de calculer. Et avec ce choix de coefficient, la droite en rouge est appelée droite de régression. Donc par rapport au point en bleu, on conserve malgré tout des termes d'erreur, hein, des écarts verticaux symbolisés par les petits segments verts, mais au moins on a minimisé ces écarts verticaux. Alors pour l'individu numéro i représenté par le point en bleu sur ce dessin, pour son abscisse xi, si on était exactement situé sur la droite en rouge, la droite de régression, alors l'ordonnée du point en rouge, une ordonnée que j'ai notée yi chapeau, devrait être donnée par la formule dans le cadre en bas de l'écran. Il suffit de recopier l'équation de la droite de régression et à la place de x, on injecte l'abscisse xi. Donc maintenant, on va pouvoir calculer tous ces nombres yi chapeau. Il y en a 27 à calculer, hein, un pour chaque indice i, un pour chaque individu. Donc pour ça, il nous faut les coefficients a chapeau, b chapeau, c'est bon, on vient de les calculer sur les colonnes précédentes. Et les xi, ils sont enregistrés au tout début. Voilà, la colonne des xi, des températures, donc les 27 valeurs avaient été enregistrées au tout début. Donc Minitab va enregistrer pour chaque xi une valeur de yi chapeau. Donc on aura toute une collection de 27 valeurs pour les yi chapeau qui seront toutes enregistrées dans la colonne qu'on vient de préparer. On fait ça avec Calque Calculatrice. On dit qu'on va stocker en yi chapeau et on écrit la formule qui est dans la formule manuscrite dans le cadre en bas de la fenêtre. Alors déjà on a a chapeau, on écrit l'équation de la droite de régression, hein, donc a chapeau plus b chapeau, et le b chapeau est multiplié par les xi. On va chercher la colonne des xi dans le catalogue et on clique là sur la deuxième colonne. Et voilà, donc on a tous les 27 yi chapeau d'un seul coup. Donc on appelle ça aussi les valeurs ajustées parce qu'elles se trouvent sur la droite d'ajustement. Bon, c'est synonyme, hein, droite d'ajustement et droite de régression, ça représente bien la même droite. Alors même si la droite de régression a été ajustée au mieux sur le nuage de points, les termes d'erreur, les écarts verticaux en vert, subsistent toujours. Bon, ils ont été minimisés, mais ils sont toujours là. Et ces écarts, c'est ce qu'on appelle les résidus. Hein, donc mettons, pour l'individu numéro i, on regarde la différence entre la vraie valeur de y qui a été mesurée sur cet individu, hein, c'est-à-dire le yi, l'ordonnée du point en bleu. On regarde l'écart par rapport à yi chapeau en rouge. Donc ça, c'est la valeur fictive de y, ce qu'on aurait dû obtenir comme valeur de y si vraiment le caractère y était représenté entièrement par une fonction affine linéaire de la forme a chapeau plus b chapeau x. Alors maintenant, on va pouvoir calculer tous ces résidus i chapeau. Voilà, donc il y en a 27, hein, un pour chaque indice i, un pour chaque individu, et Minitab va les calculer tous les 27 d'un seul coup. Il suffit de faire la soustraction qui est notée en manuscrit, là en bas de page. On vient de calculer les yi chapeau en rouge sur la colonne précédente et les yi en bleu, ils sont stockés au début de la feuille de travail. Voilà, c'était la colonne des yi, des diamètres qui avaient été enregistrés à partir de l'énoncé. On fait ça avec Calque Calculatrice. On dit qu'on stocke en EI chapeau et on code la formule en bas d'écran. Donc il nous faut les yi et on leur retranche, soustraction, on leur retranche les yi chapeau. Et voilà, on a tous nos résidus. Donc quand on a un signe plus, ça veut dire que le point en bleu est situé au-dessus de la droite en rouge. Et quand on a un signe moins, ça veut dire que le point en bleu est situé en dessous de la droite en rouge. Alors maintenant, on a des outils Minitab pour corriger les calculs de coefficients pour la droite de régression.
Par exemple, quand on va ici dans Stats, Régression, droite d'ajustement. Alors sur la ligne Y, il suffit de rentrer la colonne des YI qu'on avait saisie au début de la feuille de travail. Et prédicteur X, on saisit la colonne des XI. Et sur la partie tableau blanc, Minitab corrige ici l'équation de la droite de régression. Voilà, on peut contrôler le H-chapeau 151,6. Bon, bien sûr, sur le tableau blanc, Minitab il affiche seulement des valeurs arrondies. Donc, ce que nous on a fait ici dans la feuille de travail, la feuille quadrillée, c'était bien meilleur. Voilà, pareil pour le coefficient B-chapeau, il est un petit peu arrondi là sur l'affichage du tableau blanc. Alors sinon, Minitab, qu'est-ce qu'il affiche aussi sur le tableau blanc? Là, on a un petit tableau, la valeur centrale, le R carré, on peut très bien l'interpréter. Bon, les deux autres valeurs, celle qui est à gauche, celle qui est à droite, laissez tomber. Mais ce qu'ils appellent R carré, eh bien, c'est la même chose que notre R carré à nous. Hein, c'est le coefficient de détermination, le pourcentage qui mesurait l'influence linéaire en X. Voilà, on le retrouve ici. Et Minitab affiche aussi un tableau. Bon, ça serait un peu hors programme d'interpréter en détail toutes les cases de ce tableau, mais n'empêche que la colonne somme des carrés, eh bien, vous avez su la calculer entièrement. Sur la première ligne, régression, c'est la variation du modèle linéaire, on l'a juste ici. Sur la deuxième ligne, le terme d'erreur, c'est la résiduelle autour du modèle, variation résiduelle autour du modèle. Et sur la troisième ligne, le dernier terme, c'est la variation totale. Hein, donc cette colonne somme des carrés, SC, somme des carrés, c'est exactement les trois variations qu'on a calculées à la question précédente. Alors cette manip Minitab avec le menu régression, droite d'ajustement, il peut aussi vous permettre de corriger les valeurs ajustées, les YI chapeau et les résidus EI chapeau. Voilà, si on reprend cette manip, stat, régression, droite d'ajustement. Bon, tout à l'heure, j'avais juste rentré la colonne des Y, la colonne des X, et on avait fait directement OK. Ce qu'on peut faire au préalable, c'est aller dans l'onglet Stockage, et si vous cochez la case valeurs résiduelles et valeurs ajustées, mais valeurs résiduelles tout court, hein, valeurs résiduelles normalisées ou studentisées, c'est hors programme. Hein. Je parle vraiment des valeurs résiduelles tout court. Regardez ce que ça va vous donner. Voilà, la colonne résiduelle, bah, c'est exactement les résidus qu'on avait calculés nous-mêmes en appliquant la formule de cours. Et les valeurs ajustées, eh bien, c'est les YI chapeau qu'on avait lu, les ordonnées des points en rouge sur la droite de régression qui s'appelle aussi droite d'ajustement. Alors dans cette question de l'exercice, on vous demande aussi on suggère aussi de regarder les résidus au carré et ensuite de calculer leur somme. Avec Minitab, c'est pas difficile d'effectuer 27 multiplications, donc on va pouvoir élever au carré chacun des nombres EI chapeau. Pour chaque indice I, on aura un carré qu'on écrira sur la même ligne dans la colonne à côté. On fait cette multiplication avec calculatrice. On va stocker dans la colonne les EI chapeau au carré. On prend les résidus dans la colonne des EI chapeau et on les élève au carré, chapeau 2, ou bien on les multiplie par eux-mêmes, ça revient au même. Et voilà l'élévation au carré pour chacun des 27 résidus. Alors ce qu'on vous demande dans l'exercice, c'est de calculer la somme des résidus au carré. Voilà, et j'insiste sur le fait que le carré, il est à l'intérieur de la somme. Hein, c'est pas la somme des résidus et ensuite élever la somme au carré. Non, il faut d'abord chaque résidu l'élever au carré et après faire la somme des carrés.
Alors pour ça, on a une fonction somme qu'on avait vue tout à l'heure quand on calculait le coefficient de corrélation linéaire. Il y a une fonction somme avec Minitab qui permet d'additionner tous les termes dans une colonne, tous les termes, toute la colonne de haut en bas. Alors on fait ça dans Calque, calculatrice. On va stocker en somme des résidus au carré. Alors on a la fonction somme, SUM, munie de parenthèses pour bien délimiter la colonne sur laquelle on va pratiquer cette addition de haut en bas. Et là, il s'agit de mettre à l'intérieur des parenthèses la colonne qui contient les carrés des résidus. Voilà. Et vous obtenez un résultat qui coïncide exactement avec la variation résiduelle autour du modèle. Et c'est pas un hasard juste sur cet exercice, hein, c'est toujours vrai. Donc c'est un résultat assez frappant à retenir. C'est le résultat qui était annoncé à la fin de votre PDF de cours. Là, on a un petit récapitulatif sur la variation résiduelle autour du modèle. Ce qu'on avait utilisé au départ dans cet exercice, c'est plutôt la dernière formule en bas d'écran. On avait commencé par définir la variation résiduelle autour du modèle comme le produit entre le pourcentage 1 moins r carré et la variation totale. Le produit ici, n fois la variance naturelle de y, c'est la variation totale. Voilà la première formule qu'on avait utilisée dans l'exercice et maintenant on vient de remarquer que cette formule coïncide avec la première formule en haut de page, l'écriture sous forme de somme de carrés et à l'intérieur des carrés, qu'est-ce qu'on a exactement? Les résidus de la régression, c'est-à-dire les écarts verticaux entre les points du nuage de points et la droite de régression. Alors maintenant, pourquoi ces deux formules coïncident? Nous, ce qu'on a fait ici, c'est seulement une vérification numérique juste dans un cas particulier. Et il faudrait établir pourquoi l'égalité entre ces deux formules est toujours vraie. Donc en dessous de la vidéo, je mettrai un lien vers un autre enregistrement où je démontre proprement l'égalité entre ces deux formules en toute généralité et pas seulement dans un cas particulier. Ensuite, dans l'exercice, on vous demande de considérer les nombres y bar moins yi chapeau et de calculer la somme de leurs carrés. Donc, on va commencer par calculer ces différences. Y bar, c'est la moyenne de tous les nombres yi fournis par l'énoncé. Et yi chapeau, on les a calculés précédemment, c'est les valeurs lues sur la droite de régression pour les abscisses xi données par l'énoncé. On va commencer par calculer les nombres y bar moins yi chapeau. Donc ça fait 27 nombres à calculer, ils seront tous empilés dans cette colonne. Alors les yi chapeau, c'est bon, on les a de tout à l'heure, et y bar, c'est la moyenne des y qu'on avait calculé en début de séance. Voilà, moyenne 2, c'est ça, c'est exactement ça, y bar. Alors on fait ça avec calculatrice. On va stocker dans la colonne des y bar moins yi chapeau. Et dans le cadre expression, je code cette formule. Y bar, je vais chercher le moyenne 2, moins les yi chapeau, ils sont stockés là. Et voilà, on a tous ces nombres. Maintenant, on va les élever au carré. Donc ça fait 27 multiplications, hein, c'est chacun des 27 nombres qu'il faut élever au carré. Voilà, donc on aura les y bar moins yi chapeau au carré. De nouveau, on fait ça avec calculatrice. Stockage, je clique sur la colonne des y bar moins yi chapeau au carré. Et je prends
dans le cadre expression la colonne précédente, là où j'avais les y bar moins y et chapeau. Et il faut faire l'élévation au carré. Et comme ça, on a les carrés ici. Et pour terminer, on va calculer la somme des y bar moins yi chapeau au carré. Comme tout à l'heure, on insiste sur le fait que le carré est à l'intérieur de la somme. Ce n'est pas une somme de nombres, et après la somme qui est élevée au carré. Non, c'est d'abord les nombres qui ont été élevés au carré. On les voit là dans la colonne précédente, et ensuite il faut faire la somme. Alors une somme de haut en bas dans la colonne précédente, ça se fait facilement avec Minitab grâce à la fonction somme. Donc pour le stockage, je sélectionne la colonne avec la somme des carrés des y bar moins y chapeau. Et dans le cadre expression, j'utilise la fonction somme, SUM. Donc il va additionner tous les termes dans la colonne où on avait stocké les carrés. Donc ça fait une addition de 27 nombres et Minitab fait tout ça d'un seul coup. Donc à l'intérieur des parenthèses, je vais installer la colonne qui contient les carrés des y bar moins y chapeau. Et cette valeur, on l'avait déjà rencontrée. C'est exactement ce qu'on avait obtenu pour la variation du modèle. Donc la variation du modèle aussi, elle peut s'exprimer comme une somme de carrés, comme la variation résiduelle autour du modèle. Donc a posteriori, ça explique cette notation SC, somme de carrés, et on voit ce qu'il faut mettre à l'intérieur des carrés. C'est le résultat qui est annoncé à la fin du PDF de cours. On a un récapitulatif sur la variation du modèle. En bas de page, on reconnaît la première formule qui nous avait servi dans cet exercice. Pour définir la variation du modèle, on avait commencé par faire le produit entre R carré, le coefficient de détermination, on l'avait multiplié avec la variation totale. Et maintenant, on vient de voir en plus cette deuxième expression sous forme de somme de carrés. Enfin, ce qu'on vient de faire, c'est juste une vérification numérique sur un cas particulier. Et pour avoir une démonstration générale, valable dans tous les cas, j'indiquerai un lien en dessous de la vidéo. On a vu que l'intérêt d'avoir un modèle, en l'occurrence un modèle linéaire, c'est que ça permet de deviner des valeurs de y sans avoir besoin de recommencer des prélèvements et des mesures expérimentales. Par exemple, si le facteur x, la température, prend la valeur 30 degrés, le modèle linéaire vous annonce comme valeur de y la valeur a plus b fois 30. Voilà la valeur de y fournie par le modèle linéaire. Une chose importante à souligner, c'est que ce modèle linéaire, il doit être universel, il doit être défini de façon unique, ne pas dépendre des échantillons. En fait, c'est un modèle qui est identique pour tous les expérimentateurs qui travaillent sur le même phénomène, même s'ils travaillent sur des échantillons différents. Les coefficients A et B du modèle linéaire seront les mêmes pour tous les expérimentateurs. Il ne faut pas les confondre avec les coefficients A chapeau et B chapeau calculés par ces expérimentateurs. Les coefficients A chapeau et B chapeau, ils dépendent des échantillons. Donc les différents expérimentateurs, ils ne trouvent pas les mêmes valeurs pour A chapeau et B chapeau. C'est justement ça l'intérêt d'avoir un modèle linéaire, de façon à avoir une formule linéaire unique pour tout le monde. On avait déjà ce point de vue tout à l'heure pour les notions de moyenne, variance, coefficient de corrélation linéaire. On avait vu qu'elles existaient en deux versions. Une version universelle à l'échelle de la population totale et en parallèle une version à l'échelle de l'échantillon. Eh bien, ça va être pareil pour les coefficients du modèle linéaire, les coefficients A et B du modèle linéaire. Leurs analogues au niveau de l'échantillon, ça sera les coefficients A chapeau et B chapeau de la droite de régression.
Alors toutes les notions définies à l'échelle de l'échantillon, comme leur nom l'indique, elles dépendent de l'échantillon, c'est-à-dire qu'un autre expérimentateur qui travaille sur le même phénomène, il va annoncer des valeurs différentes pour la moyenne d'échantillons, la variance, le coefficient de corrélation linéaire, A chapeau et B chapeau, tandis que les valeurs correspondantes à l'échelle de la population totale, elles sont définies de façon unique. Et le problème, c'est que ces valeurs universelles, définies à l'échelle de la population totale, indépendantes de l'échantillon, leur inconvénient, c'est que très souvent, on n'a pas accès à leurs valeurs numériques précises. Si on en revient à la question quelle valeur attendre pour le diamètre Y lorsque la température X prend la valeur 30 degrés, on avait vu que le modèle linéaire nous fournissait comme réponse A plus B 30. Et ce nombre, malheureusement, on n'aura pas accès à une valeur numérique précise, justement parce que les coefficients A et B du modèle linéaire sont inconnus. Alors ce nombre inconnu, Y de 30, pour utiliser la notation de votre énoncé, donc Minitab ne sera pas en mesure de le calculer exactement, mais Minitab va pouvoir construire un intervalle dans lequel on soit sûr de trouver ce nombre inconnu avec une probabilité d'au moins 95%. Alors pour ça, on repart de nouveau sur les colonnes qui enregistraient les résultats expérimentaux fournis par l'énoncé, la colonne des XI et la colonne des YI. Alors on va dans l'onglet Stats, Régression, et au lieu de prendre la première ligne droite d'ajustement comme tout à l'heure, on prend la deuxième ligne, Régression. Donc il y a Stats, Régression, Régression, il y a 2 fois le mot Régression. On va tout d'abord sur la première ligne ajuster le modèle de régression pour bien spécifier à Minitab laquelle des 2 colonnes on prend comme facteur qui exerce une influence sur l'autre. Voilà donc la réponse. Donc la réponse c'est le caractère qui est celui des 2 caractères qui est influencé par l'autre. Donc ici il s'agit des diamètres. Donc là je clique sur la colonne des Y. Et le prédicteur continu, donc c'est le caractère qui joue le rôle de facteur, c'est lui qui influence. Donc dans la fenêtre réponse, on met l'influencé, et dans la fenêtre prédicteur, on met l'influenceur. Donc l'influenceur, c'est le caractère X, le facteur X, la température. Voilà, et puis on fait OK. Donc au Minitab, il affiche plein de choses. Vous avez de nouveau une correction pour la droite de régression. Là, vous avez un tableau. Bon, la plupart des colonnes dépassent le programme qu'on va traiter ici, mais quand même la première colonne, la coef, ça peut vous faire une correction pour les coefficients A chapeau, B chapeau. Bon, on ne va pas plus loin. Cette première manip Minitab, c'était juste pour faire enregistrer par Minitab que c'est Y qui est fonction de X et pas l'inverse. Alors pour la construction de l'intervalle de confiance, on va enchaîner sur une deuxième manipulation. On retourne dans Stats, Régression, Régression, un peu le même cheminement au début. Et puis là, au lieu de prendre la première ligne, ajuster le modèle de régression, on va sur Prévoir. Voilà, c'est ça qui va nous donner l'intervalle de confiance. C'est-à-dire pour une valeur donnée de X, on veut prévoir quelle valeur attendre pour le caractère Y. Voilà, donc la réponse, le caractère qui est influencé par le facteur X, c'est le caractère Y, le caractère diamètre, il est déjà préenregistré sur la première ligne. Et ensuite, vous avez un espèce de bloc-notes, et donc c'est là qu'on va donner les valeurs qui nous intéressent pour le facteur X. Donc on voulait voir ce qui se passe lorsqu'on a une température de 30 degrés. Alors je rentre la valeur 30 sur la première ligne du bloc-notes. Et puis si maintenant ça vous intéresse aussi de voir quel diamètre attendre pour d'autres températures, je ne sais pas, 45 degrés, 10 degrés, 27 degrés, vous pouvez les inscrire sur les lignes suivantes dans le bloc-notes, et Minitab vous calculera les intervalles de confiance, tous les intervalles de confiance d'un seul coup. Voilà, donc là on va faire OK. Voilà, alors qu'est-ce qui nous affiche Minitab là, dans le tableau blanc? Bon, encore une correction de la droite de régression, donc il nous rappelle que la valeur de Y que l'on recherche, c'est lorsque le facteur X prend la valeur 30, et l'important, c'est l'affichage qui est ici. Donc vous laissez tomber l'intervalle prévisionnel, c'est pas du tout ça qui est utilisé dans notre exercice. Par contre, la troisième colonne, IC, intervalle de confiance à 95%, c'est exactement ça qui va permettre de localiser le nombre inconnu, Y de 30, c'est-à-dire la réponse
à la question quelle valeur attendre pour le caractère y lorsque la température x prend la valeur 30 degrés. Donc y de 30, c'était la réponse idéale, celle qui était fournie par le modèle linéaire, mais malheureusement c'est un nombre inconnu. Et maintenant vous pouvez savoir affirmer avec une probabilité de 95% au moins que ce nombre inconnu, il est inclus, il est encadré entre 709,908 et 781,101. Voilà, vous avez les bornes de l'intervalle dans lequel se localise le nombre y de 30 avec une probabilité d'au moins 95%. Bon, il peut arriver quand même qu'il se retrouve à l'extérieur de cet intervalle, mais le risque qu'il se retrouve à l'extérieur de cet intervalle, c'est un risque qui ne dépasse pas 5%. Donc en résumé, le nombre y de 30, on ne connaîtra jamais sa valeur exacte, mais avec les intervalles de confiance qui sont construits par Minitab, on arrive à le localiser. En gros, il est quand même encadré d'assez près à l'aide de la borne inférieure et la borne supérieure de cet intervalle. Alors si maintenant vous voulez un intervalle de confiance avec une confiance plus grande, un intervalle dans lequel vous soyez sûr de trouver votre nombre y de 30 avec une probabilité, je ne sais pas, de 98%, mettons, eh bien il y a juste à reprendre la dernière manip. Donc vous retournez dans stat, régression, prévoir. Voilà, donc Minitab a gardé en tête dans le bloc-notes qu'on veut voir ce qui se passe lorsque la température prend la valeur 30. Et vous allez juste dans l'onglet Options. Donc vous voyez, la confiance par défaut, Minitab vous met 95%. Donc si vous voulez une confiance à 98%, mettons, eh bien vous tapez 98 à la place de 95. Et voilà, Minitab vous affiche l'intervalle de confiance, cette fois-ci à 98%. Donc c'est un intervalle un petit peu plus grand. Comme ça, le risque que le nombre inconnu y de 30 se retrouve à l'extérieur, c'est juste un risque de 2%, pas plus. Alors face à la question qu'est-ce qui se passe lorsque la température x prend la valeur 30 degrés, donc la réponse idéale, c'est ce nombre y de 30 fourni par le modèle linéaire. Donc ce nombre reflète l'ensemble de la réalité à l'échelle de la population totale. Malheureusement, sa valeur numérique est inconnue. Alors face à ce problème, souvent les gens ils sont tentés d'escroquer un peu, ils se disent bon les coefficients A et B je les connais pas, alors je vais remplacer par les coefficients A chapeau et B chapeau que j'ai calculés sur mon échantillon. Bon, sauf que le nombre qu'ils obtiennent ici, c'est pas le nombre y de 30, hein, c'est un autre nombre. On va noter y chapeau de 30 et qui dépend de l'échantillon. C'est-à-dire que deux expérimentateurs différents qui travaillent sur deux échantillons différents, ils vont annoncer deux valeurs différentes pour y chapeau de 30, hein, ce qui est quand même contradictoire, vu que le nombre y de 30, c'est un nombre défini de façon unique, même si on ne connaît pas sa valeur, c'est un seul nombre, donc il ne peut pas avoir deux valeurs différentes. Alors on dit que y chapeau de 30, c'est seulement une estimation ponctuelle du nombre inconnu y de 30. Bon, pourquoi estimation ponctuelle? Parce qu'elle n'a de sens que ponctuellement à l'échelle de cet échantillon et pas au-delà. Donc par exemple, quand on regarde la moyenne de l'échantillon, on peut dire que c'est une estimation ponctuelle pour la moyenne de la population totale. Quand on regarde la variance de l'échantillon, si on prend la variance corrigée, on peut dire que c'est une estimation ponctuelle de la variance de la population totale. Donc pareil, y chapeau de 30, c'est juste une estimation ponctuelle pour le nombre inconnu y de 30. Alors ce nombre y chapeau de 30, on peut le lire sur la droite de régression. Si je place ici en abscisse la température 30 degrés, alors y chapeau de 30 va se trouver ici en ordonnée. Et c'est facile de calculer y chapeau de 30 avec une calculatrice. Là, on va le faire avec Minitab. Donc, je prévois une colonne pour recueillir la valeur de y chapeau de 30. Et on va l'obtenir avec calque calculatrice. Donc, on va dans calque calculatrice.
Pour la ligne de stockage, on clique sur la colonne Y chapeau de 30 et dans le cadre expression, eh bien, on écrit la formule A chapeau plus B chapeau fois 30. Hein, c'est l'équation de la droite de régression et à la place de X, on injecte la valeur 30. Alors déjà A chapeau plus B chapeau, je clique sur la colonne qui contient le B chapeau, multiplier la petite étoile par la valeur 30. Et voilà notre Y chapeau de 30. Hein. Et vous constatez, en guise de correction, vous pouvez aussi utiliser l'affichage qu'on avait juste avant pour l'intervalle de confiance. La première colonne, valeur ajustée, c'est exactement le Y chapeau de 30. Hein. Donc valeur ajustée parce qu'on l'a lu sur la droite d'ajustement. Hein. Je rappelle, droite d'ajustement, droite de régression, c'est totalement synonyme. Alors la différence, c'est que la valeur enregistrée dans la feuille quadrillée, la valeur contenue dans cette case, c'est une valeur exacte, même si vous voyez que 3 décimales, les décimales suivantes sont bien gardées en mémoire par Minitab. Donc si vous démarrez un calcul avec la valeur contenue dans cette case, le résultat de votre calcul sera parfaitement exact. Tandis que la valeur qui apparaît ici dans le tableau, c'est juste un arrondi à 3 décimales. On n'a aucun renseignement sur les décimales suivantes. Donc si vous recopiez ce résultat à partir du tableau blanc pour initier des calculs ultérieurs, ces calculs seront entachés par une erreur d'arrondi. Pour estimer le nombre inconnu y de 30, ce serait une escroquerie de prétendre le remplacer par le nombre y chapeau de 30, lu sur la droite de régression. Ça serait comme proclamer une valeur fausse. Par contre, l'estimation à l'aide d'un intervalle de confiance est une méthode tout à fait rigoureuse, 100% honnête. Donc il s'agit de construire deux nombres A et B, dépendants de l'échantillon, tels que le nombre inconnu y de 30 se retrouve encadré entre A et B avec une probabilité d'au moins 95%. Voilà, et cette affirmation est 100% exacte, 100% honnête, ou bien le nombre y de 30 se retrouve effectivement situé entre A et B, et là c'est bon, et s'il se retrouve à l'extérieur de cet intervalle, eh bien on a prévu cette possibilité aussi, hein, on prévoit que ça peut se produire avec un risque de 5% au plus. Donc le nombre y de 30, il a une probabilité 2,5% d'être inférieur à A et aussi une probabilité 2,5% d'être supérieur à B. Et cette estimation par intervalle de confiance permet de résoudre le problème des deux expérimentateurs qui obtiennent des résultats différents alors qu'ils parlent du même phénomène. Effectivement, s'ils trouvent deux valeurs différentes pour y chapeau de 30, donc là, on voit qu'il y aurait une incohérence, une contradiction s'il prétendait attribuer au nombre inconnu y de 30 la valeur y chapeau de 30. Par contre, avec les intervalles de confiance, là, il n'y a plus aucune contradiction. D'accord, les deux expérimentateurs trouvent deux intervalles différents, mais il n'y a pas incohérence. Par exemple, si le premier expérimentateur obtient un intervalle AB, le deuxième expérimentateur a obtenu un intervalle différent, A', B', eh bien, il n'y a pas incohérence. Ces deux intervalles sont tout à fait compatibles. On est juste en train de dire que le nombre inconnu, y de 30, il se situe avec une forte probabilité dans l'intervalle, l'intersection, l'intervalle A', B. Donc on arrive à mieux cerner la zone où se trouve le nombre inconnu. Hein, il a une probabilité 2,5% d'être inférieur à A', il a une probabilité 2,5% d'être supérieur à B, donc il y a une probabilité 95% qui se retrouve dans l'intervalle en orange. Donc non seulement les résultats des deux expérimentateurs ne se contredisent pas, non seulement ils sont cohérents, mais en plus ils permettent de réduire la zone où on peut trouver le nombre inconnu avec une probabilité de 95%.
Alors le centre de cet intervalle de confiance, c'est le nombre y chapeau de 30 qu'on sait calculer. Alors comment obtient-on, à partir de notre échantillon, les bornes de cet intervalle A et B? Alors cet intervalle, il a comme rayon une longueur donnée par le produit de deux nombres C et S que je vais exprimer dans un instant. Donc, la distance entre le centre et la borne supérieure B, c'est ce nombre, ce produit CS. Et pareil, la distance entre la borne inférieure et le centre, c'est aussi le produit CS. Voilà, donc déjà on peut voir que la borne inférieure de l'intervalle, le nombre A, il s'obtient en prenant le centre, Y chapeau de 30, moins CS. Et la borne supérieure de l'intervalle, B, c'est Y chapeau de 30 plus CS. Le nombre S se calcule à partir de l'échantillon. Ici, ça serait hors programme de vous demander de connaître les formules qui permettent de calculer S. En fait, S, on va le trouver affiché par Minitab. Le nombre S a été affiché par Minitab dans la précédente manip. Il est dans la deuxième case, ici, ERT, erreur type ajustée. Donc, il a une valeur de 17,2837. Ce nombre S dépend de l'échantillon. Par contre, il ne dépend pas du tout du niveau de confiance qu'on a choisi pour l'intervalle. Donc là, on est en train de construire un intervalle de confiance à 95%. Mais si on voulait construire un intervalle de confiance à 98 ou 99%, le nombre S serait identique. Par contre, la constante C, elle, au contraire, elle ne dépend pas de l'échantillon, mais elle va dépendre du niveau de confiance. Donc là, on va déterminer la constante C pour un intervalle de confiance au niveau 95%. Et on va obtenir cette constante C par une lecture de table statistique. La table de Student se situe à la fin de votre polycope, c'est la table B4. On va apprendre à faire une lecture dans cette table, ça nous servira dans les cours ultérieurs de notre programme. Alors, vous voyez sur le schéma un intervalle central. Ici, bon, les bornes, elles sont notées T alpha, moins T alpha. Je vais simplifier. On va utiliser la notation C, notre constante C à la place de T alpha pour simplifier. Alors, la zone centrale, c'est un intervalle de moins C à C, et on va pouvoir lire la constante C dans la table. Elle est contenue à l'intérieur de la table. Et les renseignements qu'il faut fournir, c'est la probabilité de tomber dans la zone hachurée. À l'extérieur de l'intervalle, on peut atterrir avec une probabilité alpha. Et donc le alpha, on le choisit sur la première ligne du tableau. Donc nous, comme on veut construire un intervalle de confiance à 95%, l'intervalle de moins C à C, il faut qu'on ait une probabilité 95% de se situer dans cet intervalle. Donc la probabilité, le risque de tomber à l'extérieur dans la zone hachurée, ça doit être 5%. Donc on va sélectionner alpha 5%. Donc si vous voulez construire un intervalle de confiance 98%, donc il faut tomber dans la zone centrale, l'intervalle de moins C à C, avec une probabilité de 98%. Donc la probabilité de tomber dans la zone hachurée, ça serait seulement 2%. Il faudrait prendre la colonne à côté. Voilà, donc on a déjà renseigné le premier paramètre, alpha, donc ça nous sélectionne une colonne du tableau. Notre valeur critique C va se trouver dans cette colonne. Donc vous avez un autre paramètre à renseigner, D, le degré de liberté. Et ici, le degré de liberté, c'est N-2.
Donc comme on avait un échantillon de taille N27, il va falloir sélectionner D égale 25. Donc on descend dans notre tableau jusqu'à la valeur 25. Voilà, donc la valeur 25, on l'a ici. Voilà, donc notre valeur critique va se trouver sur cette ligne. Voilà, dans la colonne correspondant à alpha 5%. Donc votre valeur critique, c'est du 2,06. Donc maintenant, on va pouvoir calculer la borne inférieure et la borne supérieure à la main pour contrôler si on retombe bien sur les mêmes valeurs que celles qui étaient affichées par Minitab. Alors on va le faire par Minitab. On va calculer la borne inférieure de l'intervalle et aussi la borne supérieure en appliquant les formules qu'on avait écrites à la main. On va faire ça dans Calque calculatrice. Alors pour la borne inférieure, on a vu que le centre de l'intervalle c'est y chapeau de 30 et il faut lui retrancher, donc moins c. Alors c, on avait dit que c'était 2,06 multiplié par, et S, on avait lu que c'était 17,2837. Alors, qu'est-ce qu'on trouve pour la borne inférieure? Voilà, du 709,9, donc c'est très proche de la borne inférieure qui était donnée par Minitab. Bon, il y a des petites erreurs d'arrondi, mais c'est dû au fait que la constante C qu'on a utilisée, c'était pas une valeur exacte, c'était un arrondi. Et la valeur de S, elle aussi, c'était un arrondi. Mais on a quand même un résultat de très bonne qualité. Alors maintenant, la borne sup, je retourne dans Calque calculatrice. Alors pour la borne supérieure, bon, c'est presque la même formule. Il y a juste à retirer le signe moins et le remplacer par un signe plus. On trouve du 781,109, la vraie valeur c'était 781,101, mais vraiment on s'en sort très bien, des résultats très précis, bien qu'on soit parti avec des valeurs approchées, des valeurs arrondies pour la constante C et l'autre constante S. Pour terminer, j'aimerais faire une synthèse des différentes notions de variation qu'on a rencontrées dans cet exercice. Donc tout d'abord, on avait la variation totale, symbolisée ici à l'écran par le grand rectangle bleu. Donc la variation totale, c'est toutes les variations qu'on a pu observer au niveau du caractère Y en passant d'un individu à l'autre à l'intérieur de l'échantillon. Et les disparités qu'on constate entre les individus, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas tous subi les mêmes influences. Et on cherche justement à distinguer les différentes influences qui ont pu modifier les valeurs de Y. Donc on avait tout d'abord l'influence numéro 1, l'influence du modèle linéaire par rapport au facteur X. Et donc le rectangle en rouge, ici, il symbolise les variations de Y qui peuvent s'expliquer par cette influence du modèle linéaire. Alors on a un deuxième morceau, le morceau numéro 2 ici, donc ça serait les variations expliquées par l'influence des fonctions de x autres que les fonctions linéaires. Je ne sais pas, vous pensez exponentielle de x, x carré. Et le morceau numéro 3, lui, cette surface symbolise les variations de y qui s'expliquent par l'influence des facteurs autres que x. Alors on avait cherché à estimer numériquement l'importance de toutes ces variations. Donc la variation totale, qu'on peut symboliser comme la surface du grand rectangle en bleu, c'est bon, on avait réussi à la calculer. La variation SCM, variation du modèle, symbolisée donc par la surface du rectangle en rouge, là c'est bon, on avait réussi à la calculer explicitement. Par contre, on n'avait pas réussi à calculer les variations dues à l'influence numéro 2, l'influence des fonctions de x non linéaires. Voilà, donc si vous voulez, il y aurait une autre notation de variation, donc je vais la noter SC aussi, c'est la notation classique pour les variations.
Donc mettons que je la note SC indice 2. Voilà, c'est les variations de y qui s'expliquent par l'influence de toutes les fonctions de x sauf les fonctions linéaires. Donc cette variation, si vous voulez, vous pouvez l'interpréter comme la surface du morceau numéro 2 sur le schéma. Et puis pareil, on n'a pas réussi à calculer la variation, les variations de y qui s'expliquent par l'influence des facteurs autres que x. Donc si vous voulez, il nous manque un autre nombre, SC indice 3, qu'on n'a pas réussi à calculer. Alors tout ce qu'on sait, c'est que en raisonnant en termes de surface, on voit que la somme SC2 plus SC3, ça nous fait la surface du rectangle en vert, qui symbolise la variation résiduelle autour du modèle. Donc la variation résiduelle autour du modèle, on avait vu que c'était un terme d'erreur, une erreur d'approximation, lorsqu'on approxime le caractère y à l'aide du modèle linéaire. Ce terme d'erreur, la variation résiduelle autour du modèle, c'était un terme d'erreur hybride, puisqu'il mélangeait deux catégories très différentes. Il y avait la catégorie 2 qui était encore un peu fonction de x, et la catégorie 3 qui était plus du tout fonction de x. Donc ça serait bien de les séparer parce que vraiment elles sont de nature très différente. Alors justement la variation SC3, on va l'appeler erreur pure parce que là, il n'y a plus du tout de x dedans, c'est purement à 100% les facteurs autres que x. Et la variation 2, elle, on va l'appeler l'inadéquation du modèle linéaire. C'est-à-dire c'est des fonctions de x, et si elles deviennent trop importantes, eh bien ça montre que la fonction de x qu'on a choisie, la fonction linéaire, elle est peut-être pas très bien adaptée, elle est inadéquate. Peut-être qu'on aurait eu intérêt à choisir plutôt une fonction du genre exponentielle de x, x carré. Voilà, donc c'est la partie SC2, la variation 2 est trop importante, c'est un signe que le modèle linéaire n'est peut-être pas tout à fait bien adapté, donc c'est pour ça que cette variation SC2, on l'appelle inadéquation du modèle. Voilà, donc on n'est pas en mesure, on ne vous demandera pas de savoir calculer ces variations SC2 et SC3. Les autres sont faciles à calculer, on l'a fait précédemment, mais quand même, pour information, on va pouvoir trouver leur valeur, ces contenus à l'intérieur d'un affichage Minitab qu'on va reprendre maintenant. Alors on va reprendre une manip qu'on avait déjà esquissée tout à l'heure quand on voulait faire afficher l'intervalle de confiance par Minitab. Et c'était une opération en 2 étapes à l'aide de Minitab. On allait d'abord dans Stat, Régression, Régression 2 fois. Alors bien sûr, dans la dernière liste, c'était l'onglet Prévoir qui nous donnait l'intervalle de confiance, mais avant de pouvoir actionner cet onglet Prévoir, on avait dû d'abord effectuer quelques petites mises au point dans le premier onglet Ajuster le modèle de régression. Alors dans le cadre réponse, on installe les mesures du caractère Y, la colonne des YI. Et prédicteur continu, c'est là qu'on installe les valeurs du facteur X. Et on fait OK. On avait vu tout à l'heure l'interprétation du début de l'affichage Minitab, mais on n'avait pas déroulé jusqu'en bas. Donc là, il y a un petit tableau récapitulatif du modèle et la case R carré, vous pouvez reconnaître notre R carré, le coefficient de détermination, le pourcentage qui mesurait l'influence linéaire en X. Bon, les trois autres cases autour, vous laissez tomber, c'est hors programme. Et surtout, donc très important, ce grand tableau ici. Dans ce grand tableau, on va interpréter seulement la colonne somme des carrés. Somme des carrés, c'est là qu'on a les variations. Les autres colonnes, ça dépasse largement le programme. Alors là, vous avez vraiment toutes les variations récapitulées. Donc en bas, sur la dernière ligne, le 337 000, etc., c'est la variation totale qu'on avait su calculer, pas de problème. Sur la première ligne, régression linéaire, c'est l'influence du modèle linéaire, la variation du modèle. Bon, il le répète 2 fois, ne faites pas attention. Voilà, donc ça, on sait bien le faire. Ensuite, ce qu'il appelle erreur. Sur la ligne erreur, vous retrouvez le 61 000. 61 000, c'est exactement la variation résiduelle autour du modèle. Et la nouveauté dans ce tableau, ce qu'on n'avait encore rencontré dans aucun affichage Minitab, c'est que le paragraphe erreur,
Ensuite, il se partage en deux petits sous-paragraphes, hein. Vous voyez qu'il y a un alinéa pour les deux lignes suivantes. L'erreur pure, on l'avait noté SC3 sur le schéma avec les rectangles, et l'inadéquation de l'ajustement, c'est la variation SC2 sur le schéma avec les rectangles. Et bien sûr, on retrouve qu'en additionnant la variation 2 et la variation 3, on doit retomber sur la variation résiduelle autour du modèle. Là, regardez, le 55 000 plus 6 000, ça donne bien le 61 000 là qu'on avait en variation résiduelle autour du modèle.